directement dans le vif du sujet, du coup. Hop. Ah mince. C'est Ah, bon. sinon, tu dis. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai la main. Du coup, pour introduire mon sujet de thèse, il faut d'abord revenir sur la complexité de la mise en données des zones humides, puisque les zones humides, c'est des écosystèmes avec des limites floues qui s'expriment plutôt sous la forme de gradients entre les zones humides et les zones non humides. Et c'est les limites des zones humides, elles peuvent évoluer dans le temps suivant les apports d'eau et suivant le contexte climatique. Mais dans les années 90, on va donner aux inventaires naturalistes une dimension juridique pour protéger ces espaces, et donc notamment les zones humides, avec la première loi sur l'eau qui va donner une définition aux zones humides. Et tous les espaces qui répondent à cette définition vont être davantage protégés. Sauf que pour éviter, donc quand j'entends protéger, c'est éviter le remblaiement de ces espaces, leur imperméabilisation. Mais du coup, pour échapper à ces contraintes qui peuvent nuire à certains usages, notamment agricoles, on va redessiner le contour des zones humides pour éviter certains conflits d'usage qu'il pourrait y avoir dans ces espaces. Ces zones humides avec une dimension juridique évoluent au cours du temps et on pourrait croire que c'est parce qu'il y a des espaces qui se font quand même imperméabiliser ou parce qu'il y a des restaurations. Mais finalement, les changements dans la délimitation des zones humides s'expliquent plutôt par des évolutions de la définition liées à de nouveaux arrêtés ou de nouvelles lois qui vont changer la définition. Donc il y a une difficulté à suivre les actions qui sont menées dans ces espaces puisqu'ils changent constamment, ce qui conduit à produire plusieurs modélisations de zones humides et du coup, plusieurs modèles selon l'objectif qui est recherché derrière les modélisations. Et donc, on peut voir par ce petit schéma qu'il y a une superposition de plein de délimitations des zones humides qui sont produites par différents acteurs. Et cette démultiplication des données et le fait qu'elles soient assez hétérogènes dans le territoire, ça va être le point de départ de ma thèse, puisque l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse se demande comment suivre les actions qui sont menées dans les zones humides, sachant qu'elle n'a pas de données homogènes à l'échelle de son territoire qui couvre près du quart sud-est de la France. Et donc, elle va me demander de produire un outil SIG. Elle est enfin, assez ouverte quant aux propositions qui peuvent être faites, mais il faut que l'outil soit neutre et factuel. Derrière cette expression, elle entend le fait que que on réponde à des principes de modélisation homogènes dans l'ensemble de son territoire pour avoir une vision continue des zones humides. Un format raster. Et aussi l'idée, c'est que euh, l'information géographique qu'elle veut produire, ce soit pas uniquement pour établir là où on protège les zones humides et là où on ne protège pas, mais réfléchir aux usages du territoire et ouvrir une discussion territoriale sur quels usages sont acceptables ou non dans les espaces qui répondent à la définition de zone humide. Et du coup, elle propose de réaliser des cartes des fonctions des zones humides et des pressions. Cet outil SIG, il va être réalisé dans un contexte multi-acteurs et d'abord suivant un modèle diffusionniste, donc un temps technique, avant d'ensuite valider le modèle auprès des utilisateurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans cette thèse puisque initialement l'agence de l'eau me donne un cahier des charges donc pour traduire sa vision politique par SIG et ensuite transmettre ses propositions SIG aux experts locaux des zones humides donc qui peuvent donc ses partenaires locaux dans les syndicats de bassin versant, dans les parcs ou dans les Seines et qui eux ensuite doivent mobiliser cette information géographique pour s'adresser aux élus locaux, qui sont les destinataires.
Sauf qu'il y a un petit retournement de situation pendant ma thèse, puisque les experts locaux ne sont pas toujours favorables aux propositions qui ont été créées avec l'agence de l'eau. Et donc euh, ça va m'obliger à mieux regarder l'influence du discours de chacun des acteurs dans la conception du modèle de la modélisation, en tout cas du fonctionnement des zones humides. Donc, je vais réaliser dans ma thèse plusieurs prototypes avec différents groupes d'acteurs. D'abord des experts techniques issus des sciences de l'environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir une modélisation qui soit homogène sur l'ensemble du territoire, avec un tronc commun dans la méthode qui puisse s'appuyer sur des méthodes scientifiques et techniques. Et seulement ensuite, d'intégrer les experts locaux spécialistes des zones humides pour intégrer les spécificités locales. L'objectif de cette deuxième bulle de dialogue, c'est aussi de mettre à l'écart les élus locaux avec la peur qu'il y ait des manœuvres politiciennes qui interviennent dans la modélisation. Mais quand même, dans un dernier temps, on va essayer de mobiliser ces élus locaux pour voir comment ils se saisissent de l'information géographique relative aux zones humides et comment ils pourraient réfléchir à ces zones humides dans leur dimension fonctionnelle. Donc la problématique de ma thèse, c'est plutôt d'identifier quel est l'impact des acteurs qui sont impliqués dans le processus cartographique, à la fois sur le choix des traitements, sur l'interprétation, mais aussi sur l'utilisation qui va être réalisée, qui va être faite de l'information géographique. Donc c'est une méthode itérative puisqu'on va créer plusieurs prototypes selon les acteurs avec lesquels je suis entourée. Dans chacune, la méthode, à chaque fois, elle est décrite, tout ce qui est choix des données, choix des méthodes et traitement SIG, mais aussi tous les arbitrages qui se font autour de ce modèle. Donc les arbitrages notamment sur la dénomination des différentes couches SIG produites, etc. Et progressivement, au cours de la thèse, je vais essayer de mobiliser de plus en plus des sciences sociales pour prendre en compte le discours des acteurs. Donc là où au début de ma thèse, c'était uniquement quelques verbatims qui étaient notés sur un coin de carnet, au fur et à mesure, je vais essayer de mobiliser davantage le discours des acteurs à travers des entretiens, des observations participantes, etc. Donc la première itération avec les experts techniques issus des sciences de l'environnement. L'objectif de cette première itération, c'était de faire une proposition qui réponde strictement au cahier des charges de l'Agence de l'eau et une proposition qui suive la littérature scientifique et technique. Donc au départ, l'Agence de l'eau me demande d'avoir un cadre spatial stable pour le suivi des actions des zones humides. Donc, elle me demande de modéliser un espace avec une forte probabilité de présence des zones humides, qui sera appelé espace humide de référence. Et comme elle veut que ce soit assez stable dans le temps, elle m'a demandé de prendre uniquement des paramètres qui sont invariants à l'échelle de la vie humaine, donc des données géologiques et des données topographiques. Et en croisant ces espaces, donc obtenir cet espace humide de référence qui servira à qualifier à l'intérieur les fonctions des zones humides et notamment les sous-fonctions à partir de requêtes multicritères issues de la littérature technique et scientifique. Donc des sous-fonctions comme la recharge des nappes ou la dénitrification. Mais au cours de cette première itération, je vais me poser des questions sur la légitimité à choisir euh, telle ou telle donnée, utiliser tel ou tel traitement. Ce qui va m'amener à réaliser tout un tas de schémas pour essayer de parler avec mon commanditaire des enjeux conceptuels derrière les données et les choix méthodologiques en règle générale.
Donc l'idée, c'est de montrer l'influence de la résolution des données, des différentes données qu'on peut mettre en entrée, mais aussi des définitions des concepts qu'on va mobiliser pour essayer de montrer à chaque fois l'incidence que ça va avoir ensuite dans l'utilisation qui va être faite de ces modélisations. L'agence de l'eau est très contente du résultat et du coup, elle va le partager avec des experts locaux qui ont des projets de plans de gestion stratégique des zones humides dans leur bassin. Mais eux, donc, vont avoir un retour un peu plus mitigé que l'agence de l'eau. Et finalement, ma thèse, elle va mettre en évidence des différences de point de vue dans la protection des zones humides et des rapports de force entre les acteurs techniques, qu'ils soient au siège de l'agence de l'eau, dans les délégations ou et entre les partenaires locaux et ses prestataires. Souvent, ces rapports de force sont invisibles dans les discours, dans les réunions, le dialogue est très posé, et pourtant, dans les choix techniques, on peut voir qu'il n'y a pas forcément euh, les mêmes objectifs. Ma thèse met en évidence que localement, le SIG, il est souvent utilisé dans sa dimension prescriptrice. L'idée, c'est de convaincre les élus d'agir à tel ou tel endroit par rapport à la connaissance aussi naturaliste des gestionnaires locaux. Et donc, cette volonté de convaincre, elle est assez contradictoire avec la volonté de l'Agence de l'eau qui était de créer des dispositifs participatifs. Donc ça ouvre la question de comment on fait une information géographique qui ne soit pas prescriptive, mais qui permette de réfléchir collectivement à l'usage qu'on peut avoir du territoire. Et ces deux objectifs, euh, faire participer des élus, enfin faire participer des acteurs locaux ou convaincre des élus locaux, ces deux objectifs contradictoires qui vont à l'encontre de la circulation des données et de l'information géographique entre les différents niveaux d'action de la gestion de l'eau. On va quand même essayer de faire des propositions plus neutres qui montrent le fonctionnement des zones humides par rapport à à la distance au cours d'eau et par rapport à l'élévation. Mais les acteurs locaux sont à la fois intéressés par ces nouvelles représentations, mais ils voient pas du tout comment s'en saisir dans leur action, enfin dans leur mission quotidienne auprès des élus. D'autant plus que pour eux, bah, c'est pas une information supplémentaire par rapport à ce que eux savent déjà en pratiquant le terrain. Donc on va quand même essayer dans une dernière itération d'intégrer les élus. Et là, l'idée pour sortir de cette dimension prescriptive du SIG, ça va être de faire plusieurs ateliers et de leur montrer qu'on peut revenir entre chacun de ces ateliers sur les principes de modélisation et qui peuvent avoir une interaction avec finalement ce qui s'affiche à l'écran. Donc on va faire trois ateliers dans le Doubs avec une dizaine d'élus. Et entre chacun de ces ateliers, je vais retranscrire les discours et essayer d'en proposer une traduction par SIG. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre l'émergence de nouvelles propositions, mais aussi et surtout de revenir et de revoir certains partis pris des précédentes itérations, notamment le fait que les élus aient du mal. On avait le parti pris, en tout cas dans les précédentes itérations, que les élus seraient mis en difficulté par une représentation matricielle, donc un format raster. Le fait que si on montre plusieurs résolutions, les élus seraient forcément intéressés uniquement par les plus hautes résolutions, donc là où on ne distingue presque plus les pixels. Et le fait qu'ils auraient du mal à se saisir d'une information géographique qui dépasse les zonages d'inventaire de zones humides, lesquels sont bien identifiés dans les PLU. Hop. Et donc, euh,
Que retirer de ces trois expériences? Donc pour le commanditaire, c'est une thèse où il y avait énormément de livrables, des données, des méthodes, des cartes qui étaient attendues, mais aussi des éléments de langage pour réfléchir à, dans ces différents groupes d'acteurs, quels sont les termes qui ont été les plus facilement compris. Par exemple, au départ, on parlait de fonction des zones humides, parce que pour l'agence de l'eau, c'était une manière de parler d'appréhender les zones humides uniquement dans leur approche fonctionnelle, donc sans parler de services, sans faire le lien avec les activités humaines. Mais finalement, dans la pratique, les acteurs locaux font beaucoup le lien entre le terme de fonction et de service. Euh, et du coup, il y a une incompréhension locale de pourquoi ce choix de ce mot, comment on va expliquer ce mot aux élus locaux. Et du coup, au fur et à mesure, on a vu que le terme de fonctionnement, il était plus facile à mobiliser, en tout cas dans les différentes discussions, parce qu'on peut comprendre que il y ait un fonctionnement, ou que le fonctionnement soit perturbé, que le fonctionnement soit naturel, ou que le fonctionnement soit anthropique. Et du coup, ça nous a permis de réfléchir comme ça à plusieurs termes qui étaient compris ou justement pas compris par les différents groupes d'acteurs. Et il y a aussi la production de beaucoup de schémas pour s'y retrouver dans les données existantes. J'en ai mis quelques exemples. Donc là, un schéma qui revient un peu sur mon introduction où il y a plein de zonages, enfin de données relatives aux zones humides. Donc c'est un schéma qui montre qu'il y a à la fois les zones humides qui apparaissent dans les documents d'urbanisme, à la fois les zones humides d'inventaire loi sur l'eau, à la fois les zones humides d'importance internationale, à la fois ce qui est appelé les zones humides potentielles ou ce qui est appelé milieu humide, ou les espaces de bon fonctionnement, ou l'espace humide de référence. Et finalement, ça fait une démultiplication de données. Et la thèse, ça a été aussi l'occasion de remettre du sens et de contextualiser à quoi servent chacune de ces données, pourquoi elles ont été construites et sur quoi elles se basent. Mais ça pourrait être encore complexifié parce qu'il y a des termes notamment zone humide potentielle ou milieu humide, qui sont pas utilisés de la même manière selon les zones géographiques, en tout cas dans le territoire de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc ça pourrait être encore complexifié. Des schémas aussi pour montrer la légitimité qu'a chacune de ces données à exister. Et finalement, la thèse, elle a permis de recueillir comment les gestionnaires locaux se saisissaient de tel ou tel zonage et quelles étaient les actions qu'ils pouvaient mettre en face. Finalement, quand on est dans des inventaires de zones humides qui sont délimités, qui sont dans les documents d'urbanisme, qui sont dans les inventaires, c'est beaucoup plus facile euh, de mettre en place des actions que si on est en dehors de ces zonages, où là, enfin, c'est souvent difficile de mettre en place des projets de restauration, là où il y a des remblais qui ont été mis il y a une quarantaine d'années. C'est plus difficile d'accéder à des leviers, et notamment financiers, pour restaurer ces espaces, parce qu'ils n'apparaissent pas dans la donnée. Et enfin, ce schéma qui, Sylvie m'a proposé de le mettre, il paraît un peu obscur, mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes. En fait, c'est un peu un schéma de synthèse de l'ensemble de la thèse. Euh, il commence tout à gauche avec comment on souhaite aborder le fonctionnement. Soit on se demande à quoi ça sert, quel est le rôle de la zone humide, et du coup on va plutôt avoir une entrée par les fonctions. Soit on se demande comment ça fonctionne, et là on va plutôt s'intéresser au fonctionnement de la zone humide et de ses espaces périphériques. Euh, et là du coup il y a plusieurs objectifs, donc j'ai mis trois grands objectifs et après plein de sous-objectifs. Et selon les objectifs, on va pas choisir les mêmes données et on va pas choisir les mêmes traitements SIG. Et ce schéma, il permet de montrer, du coup, à chaque fois, quel est le format,
qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les précautions à avoir si on utilise l'une ou l'autre de ces bases de données, de ces méthodes. Ça permet d'identifier aussi les relations entre ces méthodes euh, et quelque chose qui était important aussi, c'était de mettre en évidence que le format des données, effectivement, un logiciel de SIG, on peut transformer nos données raster en données vecteurs très facilement. Mais ça n'a pas forcément de sens parce que quand on évalue des fonctions à partir d'une approche raster, on est souvent avec des données à des échelles beaucoup plus larges que celles qui sont recueillies in situ sur le terrain quand on fait des relevés en zone humide. Donc, l'idée, c'était aussi d'alerter sur le fait qu'on ne peut pas passer facilement de l'un à l'autre. Euh, L'intérêt de ce schéma, c'était pour l'agence de l'eau de voir selon les objectifs qu'elle avait, quelles étaient les méthodes qui répondaient à son objectif, mais aussi quand elle avait un retour de ses partenaires locaux comprendre, ah oui, là, ils ont utilisé le format vectoriel, mais c'est parce qu'ils avaient aussi l'objectif de valoriser des données qu'ils ont recueillies l'année dernière dans le cadre des inventaires. Et donc, ils peuvent ensuite, eux, se saisir de ça pour dire, bah, ça correspond à nos attentes ou ça correspond pas forcément à nos attentes, et on aimerait qu'en parallèle, ils mettent en place une autre méthode. Voilà, et du coup, une petite diapo de conclusion pour dire que finalement, ce que ça met en évidence, c'est que les résultats cartographiques, ils dépendent des acteurs qui ont été impliqués dans le processus cartographique. On n'avait pas nos propositions qui ont été faites au départ ou dans la dernière itération avec les élus, elles sont complètement différentes. Il y a un intérêt à mobiliser les utilisateurs en amont du processus, même si dans la gestion de l'eau, c'est parfois difficile de se dire qu'on peut associer des acteurs. Donc il y a plein de manières de faire pour que ce soit, enfin, pour qu'il n'y ait pas forcément de manœuvres politiciennes euh, dans nos modélisations. Produire une information géographique sans être prescriptif, c'est un défi méthodologique et technique, puisque ça oblige à réfléchir à de nouvelles formes de représentation. Et c'est aussi un défi pour mettre ça en place dans le territoire, parce que les acteurs de la protection de l'environnement utilisent beaucoup le SIG de manière prescriptive pour faire ressortir, par exemple, à l'aide de méthodes de priorisation, là où il faut protéger. Et donc le débat, c'est plutôt où protéger et quelle est la plus importante, et pas forcément une réflexion stratégique sur différents espaces selon le fonctionnement. Et enfin, comme c'est une thèse chiffre, souligner que, en plus des livrables, ce que la thèse apporte, c'est aussi une culture de l'information géographique avec les différents partenaires qui ont été impliqués dans le projet de thèse pour sortir de la boîte noire, du SIG comme une boîte noire, et leur permettre à eux de faire des choix éclairés. Voilà, merci pour cette invitation et puis merci pour votre attention.